Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. Je suis Marie-Louise, tarologue, et je vous propose plusieurs fois par semaine des émissions tournées autour de la spiritualité. Mon invitée du jour, vous la connaissez déjà, c'est Amanda Castello, qui est déjà venue sur la chaîne parler d'un sujet que beaucoup évitent. Elle vient nous parler de deuil. On a fait une première émission où on parle du deuil en général et j'ai beaucoup aimé cet entretien, j'ai beaucoup aimé cet échange. Effectivement, je trouve que c'est important de parler de la mort, de la fin de vie. On est tous confrontés à ça, que ce soit pour nous évidemment, mais aussi pour un entourage. Et j'ai trouvé pertinent de proposer à Amanda de venir faire une seconde émission tournée autour des enfants. Et donc, dans l'entretien qui arrive, Amanda nous donne des conseils sur comment accompagner un enfant lorsqu'il traverse un deuil. Ça peut être la perte d'un animal, ça peut être la perte d'un parent, mais ça peut être aussi d'autres formes de deuil. Ça peut être un frère ou une sœur malade, ça peut être des grands changements de vie, des grandes expériences. Et Amanda nous guide, nous aide, nous donne des conseils. J'ai adoré cet échange. Amanda nous parle aussi d'un livre qu'elle a écrit, Paddy et l'aventure de la vie. C'est un livre qui a été conçu pour les enfants, mais aussi pour les parents. Ça peut être un outil très intéressant pour accompagner un enfant lors d'une épreuve, quelle qu'elle soit. Donc, je voulais encore remercier Amanda pour son temps. Je voudrais vous remercier, vous. Vous êtes de plus en plus présents, de plus en plus actifs sur la chaîne. Donc, un grand, grand merci. Et je voulais vous rappeler aussi que cette chaîne, c'est la vôtre. Donc, si vous faites partie des praticiens du bien-être, si vous avez envie de parler de votre parcours, de parler de ce que vous faites, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite un excellent moment. Merci d'être là et on se retrouve tout de suite. Bonjour Amanda, bienvenue pour la seconde fois sur cette chaîne. Merci encore d'avoir accepté mon invitation. Avant de commencer, d'ailleurs, on va parler d'un sujet un peu lourd. Comment vas-tu, Amanda? Je vais très bien, merci Marie-Louise et je suis ravie d'être de nouveau dans ton salon. Exactement. Alors Amanda, tu es venue il y a quelques mois où on abordait un sujet, comme tu l'as dit, je cite tes mots, c'est pas très sexy de parler du deuil, ou c'est pas très accepté en société. Et toi, tu parles de deuil, tu en parles beaucoup. On a fait une émission consacrée au deuil en général, dans laquelle on a abordé toutes formes de deuil, les deuils blancs, les deuils de vie, les deuils des parents, le deuil des enfants, des animaux. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur un sujet important, c'est comment aider les enfants dans un deuil, que ce soit un parent, un frère, une grand-mère, un animal, ou aussi des grandes étapes de vie. Et je suis ravie d'aborder ce sujet qui touche tout le monde, et de te recevoir encore pour parler de ça. Donc déjà, j'ai une première question qui me vient. D'où t'est venue cette impulsion pour te concentrer sur le deuil en général et celui des enfants en particulier? Sur le deuil en général, on en avait parlé dans ton émission la dernière fois. J'ai expliqué que pendant une très grande partie de ma vie, j'ai vécu en Amérique latine, à une époque où il y avait des dictatures militaires et civiles, et donc il y avait énormément de personnes arrêtées, torturées, un peu ce qui se passe en Iran aujourd'hui. Et donc, la société latino-américaine dans laquelle moi j'évoluais, puisque je m'occupais donc de défense des droits humains, j'ai donc été sensibilisée depuis très très longtemps sur ces sujets. Et donc, j'ai beaucoup travaillé avec aussi bien les personnes adultes qui étaient en deuil, par exemple les maires de la Place de Mai en Argentine ou les maires du Salvador ou du Guatemala, dont les enfants avaient été enlevés par la police militaire et qui cherchaient leurs enfants parce qu'il n'y avait aucune trace. On les était enlevés dans des prisons secrètes, etc. Et donc, je me suis occupée de tout ça. Et après, il y avait les enfants de couples qui avaient été enlevés. Et ces enfants qui étaient donc désespérés et qui ne savaient plus où étaient leurs parents et que faire et que dire. Donc,
Est-ce que c'était déjà en deuil? Est-ce qu'il fallait encore attendre? Donc la souffrance terrible de ces enfants. Donc je me suis beaucoup intéressée de ce côté-là. Et ensuite, eh bien, travaillant en soins palliatifs, puisque donc c'est mon activité principale, c'est donc le travail en soins palliatifs et donc accompagnement à la fin de la vie. Eh bien, c'est là où tu te retrouves aussi de la place importante qu'a un enfant à l'intérieur d'une famille. Soit parce que l'enfant a dans sa famille une personne qui est gravement malade et qui probablement va mourir. Donc ça peut être un grand-père, une grand-mère, mais ça peut être aussi un petit frère ou une petite sœur, ou un grand frère ou une grande sœur qui est malade de leucémie ou d'une autre maladie grave ou d'une maladie orpheline, comme on dit, c'est-à-dire des maladies dont on ne sait pas comment faire, que faire et comment résoudre le problème. Et donc l'enfant doit aussi trouver sa place à l'intérieur. Parce que très souvent, cet enfant, il est là, mais on est occupé par la personne qui est gravement malade ou qui est en train de mourir. Et on n'a pas le temps de s'occuper de l'enfant. Et l'enfant est là et il ne sait pas où est sa place, il ne sait pas quoi faire, il comprend plus, il n'est plus important, il ne sent plus à l'intérieur de. Moi, je compare très souvent la famille à une meute. Dans le cadre d'une meute, que ce soit une meute de loups ou une meute de quels que soient les animaux auxquels tu penses, eh bien, c'est un groupe qui est solidaire les uns des autres, dans lequel il y a une hiérarchie. Il y a la louve alpha et le mâle alpha, et il y a ensuite une hiérarchie à l'intérieur. Mais le groupe, il est uni. Donc, cette meute, elle ne peut pas concevoir qu'il y ait des individus qui vivent leur vie pour leur compte. Eh bien, la famille, c'est la même chose. L'image de la meute, à mon avis, elle correspond bien à la famille. Donc, il faut être intégré à l'intérieur de la famille. Il faut être intégré à l'intérieur de sa meute. Et l'enfant est à l'intérieur d'une meute dans laquelle il apprend, dans laquelle il fait des expériences et dans laquelle il est en même temps protégé, il est rassuré parce qu'il est une partie intégrante. C'est un jeune loup, c'est un petit, c'est un qui va grandir à l'intérieur, il va apprendre avec les plus grands, il va vivre des expériences, aussi bien des expériences heureuses que des expériences malheureuses. Donc c'est pourquoi il ne faut jamais exclure un enfant de ce qui se passe à l'intérieur de sa famille, que ce soit heureux ou douloureux, parce que ça fait partie en même temps de son intégration dans la meute, de son intégration donc dans la famille, et ça lui permet d'apprendre à gérer les crises, à gérer les difficultés et à se réjouir tous ensemble quand il y a des grandes victoires. Donc voilà la raison pour laquelle je crois que c'est très important de bien réfléchir et ne pas penser que l'enfant ne comprend pas, que l'enfant comprend à moitié, qu'il comprendra plus tard, parce que c'est faux. L'enfant comprend, il ne comprend pas avec des mots. Plus il est petit, il les comprend au niveau de l'intuition, au niveau de ses perceptions. Et il comprend toujours beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Et l'enfant est immédiatement hypersensible aux mensonges. Il se rend très bien compte quand on lui cache la vérité, quand on lui raconte des histoires, quand on lui raconte des contes, ou quand on veut l'exclure parce qu'on l'envoie chez sa tante ou chez des petits copains ou ailleurs pour ne pas être à l'intérieur d'un drame que l'on vit dans la famille. Alors, bien sûr que c'est fait dans le but de protéger l'enfant. Je ne dis pas que la famille fait une erreur intentionnelle, c'est dans le but de protéger l'enfant. Mais dans ce même temps, on l'exclut de ce qui est pour lui un élément fondamental de son équilibre personnel. Donc c'est pourquoi je pense qu'il est fondamental non seulement d'en parler comme on fait aujourd'hui, et ça vraiment je te remercie infiniment de cette opportunité, mais il faudrait normalement pouvoir faire des formations dans ce domaine auprès des familles, auprès des enseignants et auprès des soignants. Parce que toutes les personnes qui sont en relation avec un enfant devraient savoir comment se rapporter avec cet enfant. Tu vois, quand moi j'ai donc en travaillant dans ce domaine, donc bien sûr, je me suis rendu compte des vides, des manques qu'il y avait. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit donc ce livre que tu as entre tes mains, qui s'appelle voilà, Paddy et donc le voyage de la vie. Alors pourquoi elle s'appelle Paddy, cette petite fille? Eh bien, c'est l'acronyme d'une phrase importante qui est Paddy, c'est tout ce qui n'est pas dit, tout ce qu'on ne sait pas dire, tout ce que l'on n'ose pas dire. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai appelé Paddy.
Voilà pourquoi elle s'appelle comme ça. Et cette petite fille, donc, représente les petites filles et les petits garçons. Donc, elle a un âge indifférent. Elle pourrait avoir 7 ans, elle peut en avoir 14. Voilà. Et c'est en même temps la marge des jeunes lecteurs et lectrices, de 7 ans à 14 ans, 15 ans. Après, ils se considèrent un peu trop grands pour lire un livre avec autant d'illustrations. Mais je vais te montrer quelque chose. Je ne sais pas si tu vois. Non, tu ne la vois pas avec ma caméra. Alors, je vais monter ma Regarde, caméra. non, non, Tu vois? regarde, regarde. Regarde, tu la vois? Ouais, Tu vois là-haut? ouais. Attends, je vais te la descendre. Je vais te montrer Paddy. Voilà. Je vais te montrer Paddy. Voilà Paddy. Donc Paddy, c'est une poupée, bien sûr, parce que avec donc elle s'appelle Paddy, et donc cette petite Paddy, eh bien, après avoir écrit ce livre, j'ai fait un programme dans les écoles. Donc j'ai organisé donc tout un programme qui était géré par des jeunes femmes. Je n'y allais pas moi-même parce que j'étais trop grande ou trop vieille. C'est-à-dire, je pouvais être ou la figure de la mère ou la figure de la grand-mère. Mais donc, j'ai fait faire ce travail pendant des années. Tout ça, ça a été jusqu'au Covid. Après, le Covid, bien sûr, a bouleversé la vie de tout le monde et les formations, etc., et le travail dans les écoles en particulier. Mais j'avais des jeunes femmes qui faisaient leur thèse avec moi. Elles faisaient ou leur thèse en psychologie ou bien en sciences de la formation, de l'éducation, voilà. Donc, dans ces domaines. Et donc, elles faisaient leur apprentissage avec moi. Et donc, c'est elles qui allaient dans les écoles accompagnées par Paddy. Et ça permettait de faire, c'est ce que Donald Winnicott appelle l'objet transitionnel. C'est-à-dire, c'est un objet, donc cette poupée, qui permettait, l'enfant prenait Paddy dans ses bras, parce que ça vient très spontanément de prendre. Quand tu vois une poupée comme ça, même si tu ne joues pas à la poupée, même si tu es grand, eh bien, ça te vient spontanément de la prendre, de la coucouner, voilà, de la bercer un peu. Et grâce à ça, on disait par exemple aux jeunes, aux enfants, eh bien, dis à Paddy ce qui ne va pas, raconte-lui à Paddy ce qui ne va pas. Et tu voyais donc la petite fille ou le petit garçon ou le jeune adolescent qui prenait Paddy dans ses mains et puis tu dis, ben voilà, à la maison, il y a mon petit frère, il a la leucémie et on s'occupe que de lui et moi je compte pour rien et tu comprends, voilà, ça va pas cette histoire parce que moi alors, à quoi je sers ici dans cette famille? Personne ne m'aime, tu vois? Donc ça c'était, et ça permettait à ce que spontanément le jeune ou la jeune puisse exprimer ce qu'il avait sur le cœur, qu'il n'osait pas te dire devant. Mais en parlant avec Paddy, il y arrivait parfaitement. Et avec les tout petits, je vais te montrer autre chose qu'on a fait. Tu vas voir. Je me suis préparée pour notre rendez-vous. Oh, c'est beau. Tu vas voir, pas ça. On voit les pros. Tu vas voir. Je vais te montrer. Là, c'est la surprise. Ça, c'est pour quand on travaille avec les plus grands. Et alors, quand on travaille avec des tout petits, c'est-à-dire 5 ans, tu vois, on peut travailler avec des petits comme ça, pas pour lire le livre. Le livre, il faut qu'on le lise parce qu'ils ne peuvent pas le lire tout seuls. Mais, parce qu'il faut quand même que je prépare mon effet spécial, là. T'inquiète, nous ne sommes pas pressés, Amanda. Oui, tu vas voir. Non, ça vaut la peine que je le fasse bien, voilà. Ah, j'ai perdu son chapeau, là, son capuchon. Ah, voilà, je vais bientôt y arriver. Et alors, quand tu dis tout petit, c'est à partir de quel âge? Disons que le livre, pour lire le livre, il faut avoir, disons, 7 ans. Mais là, tu vas le faire lire avec quelqu'un et qui va te l'expliquer, etc. Et quand tu as des tout petits, il y a d'autres techniques. Il y a des techniques qui sont bien plus utiles, comme par exemple, regarde. Ah, excellent. Marionnette. Voilà. Je le mets en grand. Ça, tu vois, voilà. Ça, c'est Paddy. Alors, elle arrive, elle dit « Bonjour les enfants !» C'est comme quand tu allais voir Guignol, quoi, la même chose, Ouais. c'est le même principe. Et alors, tu vois, elle s'appelle Paddy, elle est aussi habillée en bleu, elle a son nom Paddy, elle est habillée en rouge, mais bien sûr, elle est montée sur mon bras, tu vois, c'est une vraie marionnette. Alors, on a fait ça pendant des années pour aller dans les jardins d'enfants, tu vois, dans les maternelles,
parce que là aussi, il y avait des enfants qui étaient en deuil. Et alors, comment tu faisais, tu vois, c'est pas seulement de leur raconter l'histoire du gendarme et de Guignol qui avait volé je sais pas quoi, tu vois. Ouais. Et là, c'était de leur dire bonjour les enfants. Alors il y en a un, j'ai vu que je sais que là dans votre petit groupe, il y en a un qui est un peu triste. Alors tu veux venir dire à Paddy? Et alors Paddy, bon, elle se déplaçait avec bien sûr la marionnettiste. Hein, c'est pas moi qui faisais ça, il y avait une vraie marionnettiste qui utilisait donc Paddy pour arriver ensuite à permettre à des tout petits de s'exprimer. Tu vois, donc on a quand même fait énormément de choses, voilà, en cherchant tous les moyens qui pouvaient être utiles pour communiquer, parce que c'est toujours le problème, c'est la communication. Pour Oui, c'est communiquer bien ce qu'on avec comprend un là, c'est enfant ou que avec un jeune ou avec un ado, c'est jamais très voilà. simple. Mais ce qu'on comprend là sur tes 2 exemples, c'est que le plus important, c'est de faire, parler les enfants et je vais me permettre un parallèle, particulier, mais c'est malheureusement le cas. Dans des services, judiciaires, les poupées sont utilisées pour des enfants Oui, qui ont eu des maltraitances et autres, parce que c'est beaucoup plus facile de montrer sur la poupée ou d'expliquer par ce biais, ce qu'ils ont pu, vivre et bien sûr. donc toi, tu as utilisé ces outils pour aider les enfants à exprimer ce qu'ils n'osaient pas dire et c'est très intéressant là, l'exemple, par exemple, du petit garçon qui a un frère ou une sœur, sous leucémie et qui a une leucémie et qui ne trouve pas sa place et qui a l'impression que personne ne l'aime. C'est quelque chose qu'on peut voir à l'âge adulte ou quand dans un foyer, il y a eu un enfant, plus malade, plus fragile, heu, on peut sentir qu'il y a pas forcément des différences de traitement, mais que les personnes se sont construites parfois sur cette impression et c'est vrai que c'est très, très difficile et souvent, c'est ce que tu disais, heu, on protège l'enfant. Combien de personnes ont caché à des enfants le décès d'un grand-parent, pour éviter une peine? Le but est bienveillant, évidemment, c'est on protège l'enfant et c'est presque naturel, tu vois? Tu vois, c'est absolument vrai, ce que tu dis est exact et cela risque de provoquer des traumatismes profonds à l'âge adulte, qui s'étendent jusqu'à Mmh. l'âge adulte. Parce que, par exemple, comme on sait pas répondre, on sait pas comment communiquer avec un enfant et qu'on lui dit ce qu'on a tous entendu à un moment ou à un autre: «Ah ben, ton petit frère, il est parti jouer avec les anges». Et le gamin, il dit: «Bah, c'est pas sympa, quoi. Pourquoi lui, il est allé jouer avec les anges et pas moi?» Ouais. Ou quand on lui dit, ton ta grand-mère, elle est partie, ou ton grand-père est parti faire un grand voyage. Bah, sympa le grand-père, hein, il est parti et puis il m'a plaqué ici. Syndrome de l'abandon. Mmh Et mh. après, par exemple, je te donne un autre exemple, ta grand-mère, elle s'est endormie pour un long sommeil. Et alors là, je te donne un exemple qui a pas été vécu par moi, mais qui a été vécu par le docteur Michel Lanu, qui était un psychiatre, psychanalyste, un thanatologue, un personnage extraordinaire que j'ai bien connu, qui était un ami et qui a été le fondateur de l'association et de la fondation européenne Vivre son deuil. Et ce médecin donc expliquait qu'un jour on lui amène un petit garçon qui souffrait d'une pathologie insupportable pour son âge. Il était insomniaque constamment. Ses parents expliquent et disent qu'ils le mettent au lit, il ne voulait pas aller au lit, donc dès qu'il était couché, il s'asseyait et quand il venait dans sa chambre, souvent il le trouvait au bord du lit et il l'avait observé, donc l'enfant quand il tout d'un coup il s'endormait, hop, il se reprenait vivement comme ça. Et alors donc pendant plusieurs semaines, donc le médecin l'interroge, le fait parler, et cetera, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est à l'origine de cette insomnie, pathologique, très grave. Parce que bien sûr dans la journée, il était à l'école et puis il s'endormait, mais il se Ah réveillait tout bien le temps, sûr, oui. jusqu'au moment où l'enfant finit à un moment parce que bon, il y a d'autres techniques, le dessin, hein, il y a beaucoup de choses dont on n'a pas encore parlé, qui sont toutes des techniques que l'on peut utiliser quand on travaille avec des enfants qui ont un blocage comme ça. Et à un moment, le petit dit: «Je ne veux pas faire comme ma grand-mère». Et il lui demande: «Mais qu'est-ce qu'elle a fait ta grand-mère?» On m'a dit qu'elle s'est endormie pour un très long sommeil.
Et donc, je ne veux pas, moi, faire comme elle. Et donc, l'enfant luttait contre le sommeil parce qu'il ne voulait pas faire comme ce qu'avait fait sa grand-mère. Et depuis qu'elle était dans un grand sommeil, il ne la voyait plus, bien sûr. C'était la Belle au bois dormant, mais dans un sens négatif, parce que là, il n'y avait pas de prince charmant qui venait la réveiller. Et lui, donc, il ne comprenait pas et il ne voulait surtout pas qu'il lui arrive la même chose. Donc, c'est là où on se rend compte que des mots, que des phrases qui sont peut-être banales pour l'adulte, sont prises comme de l'argent comptant pour un enfant, parce que l'enfant, il croit, a priori, il croit ce que tu lui dis. Puis quand il commence à comprendre que tu lui racontes des mensonges, alors là, il va perdre toute la crédibilité. Tu perds ta crédibilité et lui, il va perdre toute sa confiance en toi. Et ça, c'est très grave. Parce qu'il faut construire un rapport de confiance avec un enfant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut dire la vérité. Mais il ne faut pas balancer la vérité comme ça, à brûle pour point, violemment. Il faut que la vérité soit un processus lent et en accord avec son évolution personnelle. On ne parle pas à un enfant de 5 ans comme on parle à un jeune de 15 ans, parce qu'ils n'ont pas le même développement personnel pour arriver à comprendre, à appréhender ce dont on parle. Et puis ensuite, moi je dis toujours, ça je le dis dans les conférences, dans les machins, je l'écris partout, que la vérité, c'est comme un processus de digestion. Si tu manges trop ou que tu bois trop, tu vas vomir. Parce qu'il y a un excès d'alimentation ou un excès d'alcool, et à un moment, ton organisme, il va rejeter. Ce n'est pas acceptable. Il ne peut pas assimiler cet excès que tu lui as donné, ou bien en nourriture, ou bien en alcool. Eh bien, la vérité, c'est la même chose. La vérité, tu l'entends, mais il y a une partie de toi qui la refuse. Donc, la vérité, c'est comme un processus de digestion. Ça veut dire qu'il faut en prendre peu à la fois, vérifier qu'elle descend progressivement, qu'elle passe de là, qui est la partie mentale, à là, qui est la partie sentimentale des émotions, et que parce qu'il y a cet aller-retour qui se fait. Et puis ensuite, progressivement, elle va être assimilée. Comme quand tu manges ou quand tu bois. Après, quand tu auras assimilé, il y a une partie qui sera excessive que tu vas rejeter. Mais tu auras assimilé ce qui est important pour toi. Eh bien, la vérité, c'est la même chose. Je te donne un autre exemple. 2 adultes qui vont chez le toubib et il y a un problème, je ne sais pas, le diabète, le foie ou autre chose. Et le médecin dit à la personne malade, bien, alors vous pourrez boire seulement un verre de vin par jour. Mais un verre de vin, pas un grand verre, un petit verre de vin par jour. Bien. Et puis alors, il donne toutes les autres indications sur ce qu'il faut manger et boire. Et quand ils sortent de la consultation, la personne malade dit à l'autre, à son accompagnant, tu vois, il ou elle m'a dit que je pouvais boire du vin. Or, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au niveau de la compréhension, elle a compris, l'homme ou la femme, le malade en question, a pris ce qu'il voulait, le vin. Je peux boire du vin, mais il a éliminé là tout le problème de la quantité. Donc, on le fait souvent. Mais oui. On prend ce qui nous arrange. Mais bien sûr. Mais c'est pour vraiment faire comprendre comment la vérité, donc l'information, la communication, est un processus très difficile, très subjectif, et qu'il faut pouvoir accompagner. La vérité, ça s'accompagne. Est-ce que tu as bien compris? Est-ce que tu veux me poser une question? Moi, moi, je t'écoute religieusement. Non, j'ai complètement bien compris. Quand je dis est-ce que tu as bien compris, c'est une question. C'est ce qu'on dit à l'enfant. Oh, excuse-moi, je me disais aussi. Moi, je t'écoute. Et c'est ça, c'est que toi, le premier point, quand un enfant est confronté à un deuil ou à une épreuve, c'est de lui en parler, de pas tout déballer tout de suite et de laisser intégrer. Et moi, ça me fait penser aux rituels dans les religions ou civilisations ou communautés. Moi, je sais que j'ai été éduquée dans la foi catholique. Nous, on allait mon premier enterrement, j'avais 1 an et j'ai encore des images. Alors, est-ce que c'est des souvenirs que j'ai construits? J'en sais rien. Mais pour nos parents, la mort, c'est une transition. Bon, paradis, enfer, on va pas rentrer là-dedans, mais il y a ce côté, on accompagne le défunt
Et moi, aujourd'hui, du haut de mes 37 ans, dès que je vais à un enterrement, je participe à la mise en bière parce que, pour moi, ça fait partie du processus. Mais parce qu'on me l'a appris comme ça. Et hem et j'ai la sensation que tous ces rituels, là, moi, je parle de ma religion parce que c'est ce que je connais, mais il y en a plein d'autres. Ça peut aussi, aider, déjà, ça peut aider les parents à expliquer avec ce qu'on leur a appris et ça peut être aussi un processus de deuil pour l'enfant. Mais, les rites et compagnie et toi, tu parlais de dessin, là, tout à l'heure. Imaginons des gens complètement, agnostiques et c'est très bien, il y en a beaucoup. Heu, qu'est-ce qui peut aider un parent ou des parents, pour accompagner leur enfant quand il y a une tragédie comme ça? Au-delà de la parole et de tout ce que tu viens de nous expliquer. Mais tu vois, quand j'ai écrit, ce livre, de Paddy, donc Paddy, le voyage au-delà de la vie, enfin ce livre est un livre qui est absolument laïque. Ah oui, Pourquoi complètement. j'ai parlé, oui, absolument laïque. Et pourquoi j'ai dit l'aventure de la vie? Parce que, en fin de compte, la vie, c'est une aventure. Et dans toutes les aventures, il y a des moments heureux et il y a des moments difficiles. Quand on part à l'aventure, on peut peut-être aussi tomber, puis se râper le genou, on peut se faire mal. Et puis après, il faut se reprendre. Il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on s'est fait mal. C'est l'expérience. On comprend qu'on a peut-être fait une erreur d'appréciation, etc. On a glissé parce qu'on n'a pas les bonnes chaussures ou parce qu'on n'a pas regardé où on mettait ses pieds. Donc, c'est la leçon à tirer d'une expérience. Donc, c'est pourquoi c'est l'aventure de la vie. Et dans l'aventure de la vie, il y a des choses belles et des choses difficiles. Et donc, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce livre. Bien. Alors, j'ai dit que c'était un livre laïque. Pourquoi? Parce que, mais laïque avec un L majuscule. C'est-à-dire que Mmh. moi, ce que je voulais et ce que je veux, c'est que chaque famille, quelle que soit sa religion, son obédience philosophique, sa non-religion, puisse y mettre ce qu'elle veut à l'intérieur de l'explication. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où on parle de Dieu, où on parle d'ange, etc. Parce que justement, j'ai voulu que ça soit libre. Je vais te donner un exemple. Tu sais, ce livre que tu as donc en français, il existe en italien et il existe aussi en anglais. Il a été traduit donc il existe dans ces trois langues. Et quand je l'ai présenté à un éditeur en Italie, l'éditeur m'a demandé, mais vous ne parlez pas de Dieu dans votre livre? Et je lui dis, mais de quel Dieu parlez-vous? Du vôtre? Du mien? De celui de votre secrétaire? De celui de la personne qui marche dans la rue? Qui a dit que nous avons tous la même conception du divin? Et moi, ce que je veux, c'est que chaque famille puisse, à l'intérieur de ce livre, y ajouter ce qui appartient à sa propre culture. Donc, il n'y a rien, on parle d'animaux, on parle de nature, mais il n'y a rien qui indique une recommandation dans un domaine plus spécifique d'une religion ou d'une autre. Donc, pour répondre à ta question, un enfant qui est élevé par des parents qui sont agnostiques ou bien qui se déclarent athées et ne veulent pas en savoir davantage, eh bien, de toute façon, l'enfant n'a pas besoin d'être lié à une religion pour répondre à tous les exercices qu'il y a à l'intérieur. Mmh. Parce que le livre est conçu comme, c'est une histoire, donc c'est l'histoire de Paddy, cette petite fille qui a un copain qui est un pompier. Et pourquoi j'ai choisi le pompier? Parce que le pompier, c'est un peu l'image d'Épinal sur le sauveur, c'est le confident, c'est celui qu'on appelle parce que le chat est monté sur le sommet de l'arbre, ou pour éteindre le feu, ou pour sauver les gens sur un accident. Enfin bon, le pompier, c'est vraiment la personne à tout faire, le sauveur, c'est le sauveur. Mais c'est aussi la personne qui est capable de rentrer en communication et qui est capable d'écoute. Ce qui manque dans notre société, ce qui manque dans notre rapport, dans nos rapports humains, c'est la capacité d'écoute. Les gens parlent, 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 mais n'écoutent pas. Et si tu n'écoutes pas, tu ne connais pas l'histoire de l'autre, tu ne peux pas l'aider. Alors le pompier qui est là, il est, si tu veux, la représentation idéale du grand.
Voilà. Mmh. C'est-à-dire du père, de la mère, du grand frère, de la grande sœur, de l'éducateur, de l'enseignant, de tous les adultes qui sont en rapport avec un enfant et qui devraient se comporter comme ce pompier. C'est-à-dire, il écoute Paddy. Quand elle lui pose des questions, il répond honnêtement, de façon claire, sans jamais lui cacher la vérité. Et ça, c'est en même temps une façon d'aider les adultes à rentrer en communication avec leurs enfants, pour qu'ils se rendent compte qu'il y a une méthode qu'il faut apprendre pour communiquer avec un enfant. D'abord, il faut prendre son temps, parce que tout le monde sait que le fameux pourquoi. Tu lui redonnes une réponse et puis l'enfant te dit pourquoi, et tu cherches un autre élément de la réponse, il t'en donne un autre pourquoi, et puis à la fin, tu ne sais plus quoi répondre, mais il faut dire je ne sais pas. Il faut que l'être adulte ait aussi la capacité de reconnaître et de dire à l'enfant à un moment je ne sais pas, on va chercher ensemble. Ou bien de lui dire pourquoi tu me poses cette question. Parce que derrière une question, il y a parfois une autre question que peut-être l'enfant n'ose pas poser directement. Donc c'est très complexe la communication avec un enfant parce que il a son langage qui est différent d'une autre. Il a sa capacité de raisonnement qui est très limitée par rapport à la nôtre, théoriquement. Mmh. Et donc, c'est toute une éducation quand on veut vraiment entrer en communication avec un enfant. Mmh. Je te donne un autre exemple. L'enfant, il réagit cause-effet. Donc, c'est pourquoi il faut faire attention dans ce que l'on dit, parce que très souvent, tu dis à l'enfant, par exemple, s'est mis en colère avec son père qu'il a grondé parce qu'il avait fait une bêtise, et puis l'enfant est en colère et il lui dit ah ben, tu es méchant, je voudrais que tu meurs. Et le papa, malheureusement, a un accident de la route ou il a une crise cardiaque au travail et il meurt. Tu imagines le processus? Parce que l'enfant, cause à effet, se dit mon Dieu, c'est moi qui ai désiré la mort du papa et il est mort à cause de moi. Donc c'est moi qui suis coupable. Donc c'est là où il faut être. Il faut se faire aider très souvent par des pédopsychiatres, c'est-à-dire par des spécialistes de l'enfant, parce que c'est un âge où il faut comprendre, c'est pas simplement un psychologue qui peut avoir toutes les caractéristiques et les documents, les diplômes suffisants, mais le rapport avec la communication avec un enfant, c'est une spécialité. Parce qu'il faut se mettre au niveau de l'enfant. Je vais donner un autre exemple. Je vais te montrer les choses que nous avons faites, puisque on a fait donc pour lutter contre la douleur. Alors ça, je vais te le montrer, c'est en italien. Tu sais que dans tous les hôpitaux, les infirmiers, les toubibs, ils ont dans une poche plein de crayons. On se demande pourquoi ils ont besoin d'avoir une dizaine de crayons dans leur poche, crayons, stylos, et ils ont une règle pour contrôler la douleur, ok? Qu'ils utilisent rarement. Bon, je ne veux pas être méchante, mais la thérapie de la douleur, elle est loin d'être ce qu'elle devrait être. Et donc, à l'époque, moi, j'avais inventé ce système, tu vois, c'est Paddy, c'est une règle. Où il y a la petite fille Paddy, bien sûr, c'est en italien, donc en haut, il est écrit « douleur, non merci ». Et on voit la tête de Paddy, qui a, normal, donc aucune douleur, après à côté, un petit peu bizarre, avec une espèce de grimace, légère, après modéré, après fort, et après insupportable. Et là, on voit qu'elle fait une grimace horrible, avec une douleur qui la prend très très fort. Et donc, tu as le côté rouge très foncé, etc. Et là, tu as la petite languette qui se déplace. Et donc, quand tu dis, bon, c'est là, elle a vraiment très très mal, tu retournes, et là, tu peux noter les chiffres, tu vois. Bon, alors je te raconte l'histoire, c'est amusant. Donc moi, comme je t'ai dit, je n'allais pas, moi, avec les enfants. Là, j'envoyais donc mes assistantes ou mes étudiantes. Mais moi, j'allais ensuite à la rencontre avec les enseignants et les parents de ces enfants. Donc, une fois par mois, il y avait une réunion avec eux pour voir un peu l'évolution. C'était en général des classes où il y avait eu justement des enfants en deuil ou des situations un peu particulières à la maison. Et alors, un jour où je vais donc à cette réunion, il y a une maman qui se lève
et qui me dit, écoutez, il faut que je vous raconte un épisode qui s'est passé parce que j'ai été un petit peu embêtée, je savais pas très bien comment réagir. Alors voilà, je vis avec ma mère à la maison, donc la grand-mère de mon petit garçon. C'était encore un petit garçon aussi. Et elle raconte et elle dit, voilà, donc régulièrement, le médecin vient à la maison parce que ma mère ne peut pas se déplacer, elle ne peut pas marcher, et elle a de fortes douleurs, d'arthrose, etc. Enfin, tout ce qui est lié à son âge, c'est quand même un grand âge. Et donc, il vient à la maison. Et alors, la dernière fois qu'il était venu, mon petit garçon était là et il écoute, il était assis sur la table de la salle à manger en train de faire l'ordonnance. Et alors, mon petit garçon arrive et dit au docteur, et qu'est-ce que tu fais pour grand-mère parce elle a très mal. Ben, il lui dit, tu vois, je suis en train d'écrire les médicaments que ta grand-mère va prendre pour calmer sa douleur. Alors elle me dit, mon petit garçon était là et il lui dit, il arrive près du docteur et il lui dit, il met les deux mains sur les hanches comme ça et il lui dit, mais est-ce que tu utilises la règle de Paddy? Alors la maman était un peu surprise. Le toubib avait des grands yeux et il comprenait pas de quoi elle parlait. Et il parlait, le petit. Alors il dit, je sais pas, je connais pas la règle de Paddy. Alors le petit, elle me raconte et elle dit, je rencontrais, alors mon fils lui dit, mais alors comment tu veux soigner les douleurs de grand-mère si tu connais pas la règle de Paddy? Alors la maman dit, j'étais très gênée parce que quand même, parler comme ça au docteur, évidemment. Et alors, le toubib, qui était quand même un homme intelligent, lui dit, mais explique-moi, c'est quoi la règle de Paddy? Alors le petit revient triomphant et il lui montre la règle de Paddy qu'il avait reçue donc à l'école avec mes assistantes. Et il lui montre et il dit, voilà, c'est ça la règle de Paddy. Alors le médecin lui dit, ben, explique-moi. Alors il lui explique, il lui dit, bien sûr, si tu ne comprends pas où elle est la douleur de grand-mère, je vois pas comment tu peux l'aider pour sa douleur. Alors il lui montre, etc. Et puis il dit, tu vois, puis toi t'écris après. Toi t'écris, moi je regarde, je lui dis, t'as mal où, grand-mère? Alors, et elle me dit, bah voilà, j'ai très mal comme ça. Alors moi je regarde derrière. Et voilà, ça c'est toi qui dois écrire les chiffres. Après tu vas comprendre comment il faut soigner la douleur de grand-mère, tu vois? Ah, génial. Et alors, la maman me dit, j'étais un peu gênée, mais après j'ai vu que le docteur était très souriant. Et il lui a dit, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu me prêtes la règle de Paddy? Alors il lui a dit, mon fils lui a dit, oui, je vais en demander une autre pour moi. Je te la donne. Et donc le gamin a donné, a offert, très triomphant, très très fier de lui, il a offert la règle de Paddy à À ce médecin. donc voilà, tu vois l'importance. Et après, c'était intéressant, c'est que dans toutes les écoles où on est passé, on distribuait ça donc à volo à tout le monde. On avait fait des centaines de ces règles. Et on voyait les gamins, parce qu'après les enseignants nous disaient qu'à la récréation, il y en a un qui se faisait mal. T'as mal où? Attends. Et alors ils arrivaient auprès de la maîtresse en disant, voilà, lui il a mal là, elle a mal là. Voilà. Mais c'est génial parce que moi, là, je me dis, j'ai un neveu de 3 ans et demi, bon, qui d'ailleurs, on pense fort à lui, est fortement grippé, le pauvre bout. Et je me dis, mais une règle comme ça, Mais mais écoute, c'est je vais te génial. l'envoyer. Oh, t'es un amour. Oh, C'est t'es en un italien, amour. mais ça se comprend très Mais on facilement. Tu comprend. m'expliqueras. Et puis, je trouve ça génial parce que là, si les gens ont pris l'émission en cours de route sans avoir notre introduction, Oui. alors même si l'intention est de parler de deuil, on voit bien que derrière un deuil, il y a énormément de choses. Et c'est ce qu'il y a dans ce livre de Paddy, c'est énormément d'expériences que les enfants traversent, qui sont pas forcément des morts d'une personne, pour parler concrètement, mais qui sont quand même des expériences qui sont difficiles. Et c'est ça que je trouve touchant dans cet échange, c'est que on part sur une émission qui est tournée vers le deuil de l'enfant et en fait, elle est tournée vers l'enfant, sa compréhension, la confiance, la communication. Alors, c'est pas non plus un cours sur comment gérer vos enfants, évidemment, et ne le prenez pas comme ça, mais c'est des conseils pour gérer des situations difficiles, dramatiques. Et je trouve ça très intéressant parce que même si, par exemple, on n'a pas encore d'enfants qui sont confrontés au deuil, on a des enfants qui sont confrontés à des blessures, à des tu vois, je repense à mon neveu, je lui ai donné un chat, c'est son chat, c'est Gris-Gris, c'est son chat et un jour, elle était quand même assez malade et ma sœur a fait ce qu'elle a pu, vétérinaire et compagnie et elle a essayé de préparer le petit, à un éventuel décès. Bon,
le gris-gris va très bien, tout va bien, mais c'est des questions qui se posent très tôt dans la vie d'un enfant. Comment gérer un deuil? Et je trouve ça très intéressant et tes outils qui sont à la fois très ludiques, mais comme tu l'as dit en début d'émission, les enfants sont très intuitifs et je rajouterais, sont très loin d'être bêtes. Ils comprennent beaucoup plus que ce que l'on pense. Parfois, ils comprennent mieux que nous parce que c'est beaucoup plus simple et je trouve ça vraiment, c'est des bons choix. Bon, on me demande pas mon avis, mais je le donne quand même, on me connaît à force et je trouve ça absolument, génial parce que ça crée un lien et c'est magnifique. Tu vois, il y a une page à un moment, tu l'as certainement vue, tu as cette page, ce double page. Oui, Donc, d'un côté, tu as le chat, le petit chat. Tu viens de parler de gris-gris, c'est pour ça que ça m'a fait oui, penser c'est à ça. ça. Tu vois, là, tu as donc le petit chat, le chat bébé, disons, quand c'est pas très facile, le chat bébé. Après, le chat qui devient un peu plus grand. Après, bon, il joue, etc. Après, chat adulte, le chat qui vieillit. Il est devenu très vieux, ce chat. Et puis après, un jour, il meurt. OK? Et à Mmh mh. côté, tu as le parallélisme avec la vie humaine. Tu as Mmh. Paddy qui est le petit bébé. Tu as Paddy après qui est une jeune fille. Après, tu as Paddy qui devient une maman. Tu as Paddy qui devient grand-mère. Et puis un jour, ben, Paddy, très très vieille, elle va mourir. Et donc ce parallélisme qui est ici dans ce livre permet de faire un lien entre la vie animale et la vie humaine, c'est-à-dire la vie tout court. La vie, c'est Exact. ça. On est, on se développe, etc. Et puis après, on meurt. Et puis après, ça continue. Mais il y a des messages qui disent, Paddy, on ne t'oubliera jamais. Et le Mmh. petit chat, on ne t'oubliera jamais. Alors, je vais te donner un autre exemple qui est important, puisque quand on parle de l'enfant, pourquoi est-ce que parfois c'est très difficile? J'avais une patiente un jour qui arrive et qui me dit, écoutez, on a eu un drame à la maison, un chat justement. Ma petite fille était en train, parce qu'aujourd'hui maintenant elle est grande, mais la petite fille était en train de jouer dans la cour avec ses jouets par terre, etc. Il y avait du sable, elle faisait voilà, sur un petit jeu et elle devait avoir à l'époque 8 ans, plus ou moins. Et ils avaient un chat, un jeune chat. Et à un moment, la maman me raconte et me dit, le chat sort de la maison à toute vitesse et traverse la rue. Arrive une voiture et la voiture le prend en plein. Et on a entendu un choc. Dit, moi, j'étais dehors, j'ai mis mes mains sur ma bouche, j'ai poussé un cri, j'ai regardé ma petite fille, elle a levé les yeux et elle s'est replongée dans ses jeux et dans son sable. Et je me suis dit, ouf, ça s'est bien passé. Et elle m'a dit, j'ai été récupérer le chat et je l'ai porté à la maison et je l'ai mis dans un coin et pour attendre et ça s'était passé le jour d'avant. Et je lui ai dit, madame, ça ne s'est pas bien passé. Je vais vous expliquer ce qui s'est réellement passé. L'enfant a ce qu'on appelle le monde magique et il utilise le monde magique quand il se rend compte instinctivement qu'il ne peut pas gérer une situation. Qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il fait comme un espèce de bloc sur image, une suspension sur image. Donc, il a entendu, il a vu passer le chat, il a entendu, instinctivement, c'est pas raisonné. Il comprend et son cerveau lui donne, c'est l'amygdale, hein, c'est la partie primitive de notre cerveau, c'est la Mmh. partie instinctive, c'est celle qu'ont les animaux très développés. Et l'enfant est encore un petit animal qui n'a pas encore toute la capacité de raisonnement. Et donc, c'est cette partie-là de son cerveau qui le met en état d'alerte et qui bloque. Mmh mh. Donc, il s'est remis à jouer et il a comme effacé de sa mémoire, de son raisonnement, de son émotion, ce qui venait de se passer. Et je dis à la maman, attention parce que ça va revenir. Et là, vous allez devoir gérer. Parce que dans un moment, surtout, ne jetez pas le chat à la poubelle, ne faites rien de choses de ce genre. Surtout, vous gardez bien le chat, vous le mettez dans une petite boîte, vous le laissez là, dans un endroit frais et tranquille, et vous attendez, il va vous poser lui-même la question. Elle va vous poser lui-même la question. Et quand elle va vous poser la question, vous allez répondre à ces questions. Parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, votre petite fille sera prête. Et elle va vous demander, et à ce moment-là, l'émotion va probablement arriver. Laissez-la écouler. Et rappelez-vous aussi que les enfants sont très ritualistes.
Ils ont besoin du rituel, besoin de faire l'enterrement, besoin de mettre une petite croix sur la tombe faite avec de petites branches, etc. Prendre du temps. Et je lui ai expliqué tout ça. Bon, je vais pas rentrer dans tous les détails maintenant. Et la maman était infirmière de profession. Donc, c'était assez, voilà. Et elle avait l'habitude de la douleur et de la souffrance. Mais ça, c'était son enfance, c'était très, très fort à gérer. Et donc, 2 jours après, elle m'a téléphoné, elle m'a dit, vous aviez raison. Et ça s'est passé hier soir. Et la petite est arrivée et elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit, oui, je me rappelle plus du nom du petit chat. Où est le petit chat? Alors elle lui a dit, mais tu ne te rappelles pas ce qui s'est passé? Elle a dit, oui, je sais, la voiture. Donc, vous voyez, tu vois, il y avait les images étaient toutes là. Mais il y avait eu cette espèce de bloc, suspension sur l'image. Oui, la voiture. Et alors, qu'est-ce que tu crois qui s'est passé? Elle a utilisé donc la technique de la question. C'était pas de elle lui dire ce qui s'était passé, mais de voir ce que l'enfant avait compris. Et elle lui a dit, et la petite lui a dit, je crois qu'il est mort. Et alors la maman lui a dit, est-ce que tu veux le voir? Elle lui a dit oui. Donc elle lui a amené. La petite a pleuré, l'a caressé. Elle lui a dit, est-ce que tu veux qu'on fasse l'enterrement? Elle a dit oui. Comme ils habitaient il y avait un jardin, il y avait la cour et il y avait un jardin. Et donc ils ont fait ensemble l'enterrement. Et ensuite la petite fille a mis, et elle lui a dit, tu veux lui faire un dessin? Et la petite fille a fait un dessin. Ils ont mis un dessin dans la boîte, etc. Donc il y a eu tout un rituel. Et comme c'était aussi une famille catholique, ils ont fait une petite croix en bois et qu'ils ont attaché, qu'ils ont mis là-dessus. Mais il n'y aurait pas eu de croix, c'était la même chose. Ce qui était important, bien sûr. le rituel. Parce que les enfants sont très liés au rituel. Et le rituel, c'est la même chose pour nous. Que ce soit un rituel religieux ou un rituel laïque, le rituel, c'est le processus qui te permet d'accepter et de comprendre qu'il y a une nouvelle réalité qui est la tienne et que tu vas devoir affronter. Et tu vois, ça, c'est un exemple. Ah ben je comprends mieux ce parallèle entre enfant adulte qui est toujours extrêmement touchant parce que nous sommes de grands enfants et moi dans mon cas ce besoin d'aller à la mise en bière qui n'est pas partagé par tout le monde et je respecte complètement qui veut fait ce qu'il veut hein, évidemment mais d'accord donc c'est très intéressant et nous sommes très liés enfants et adultes. Et oui, bien sûr. Parce que souvent, la souffrance que tu as en tant qu'adulte, ben c'est souvent des souffrances de l'enfant qui n'ont pas été comprises à l'époque. Moi, un jour, je présentais ce livre, Paddy, dans une bibliothèque, et il y a une vieille dame qui arrive et qui me dit, si j'avais eu ce livre quand j'étais enfant, quand j'ai perdu ma mère, on ne m'a pas laissé aller la voir. Je n'ai pas eu le droit de la voir sur son lit et je voulais la voir, je voulais la toucher encore. Et on m'a dit non, c'est pas pour toi, tu es trop jeune. Et on m'a envoyé chez ma tante. Et il me dit, j'étais très en colère. Il me dit, maintenant je comprends tout ce que j'aurais dû faire, tout ce que mes parents auraient dû faire. Bien sûr, ils ne comprenaient pas, c'était pas, c'est à cette époque-là, ils ne savaient pas ce que c'était que la psychologie, etc., etc. Donc, ce n'est pas la faute des parents. C'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas culpabiliser ni les parents ni les grands-parents, mais chacun fait ce qu'il peut avec les éléments de compréhension que l'on a reçus et que l'on a. Il y a des parents, et aussi pareil, on ne peut pas non plus forcer un enfant en disant viens, tu vas aller voir ta mère ou ton grand-père parce qu'il vient de mourir. Il ne faut pas l'obliger, il faut lui expliquer ce que c'est. Il faut lui expliquer que s'il veut le toucher, il peut le toucher, mais qu'il va se rendre compte qu'il est très froid. Pourquoi il est froid? Alors, il faut lui expliquer le processus avec des termes très simples. Il faut toujours dire la vérité avec des mots simples qui seront ensuite élaborés successivement pour que l'enfant ait la confiance. Et s'il a envie, et par exemple, il veut aller à l'enterrement, eh bien, il faut lui expliquer qu'il va voir plein de gens qui pleurent. Puis par contre, il va peut-être aussi voir des gens qui parlent et qui ne devraient pas parler ou qui rient. Parce que l'enfant, il va voir tout ça. Donc, il faut déjà l'avertir. Et après, quand c'est fini, il faut en parler avec lui. Et puis, quand un enfant, il faut dire, oh là là, surtout les hommes. Ah, mais papa, il pleure jamais. Ça veut dire qu'il ne l'aimait pas. Non, ça veut dire que papa, c'est un homme et que les hommes, malheureusement,
ils ont été tellement conditionnés en disant « pleure pas comme une fille, t'es un homme », etc. Voilà, ces éducations erronées qui ont été quand même le lot de très nombreux hommes et qui ensuite font que les hommes savent moins bien gérer un deuil qu'une femme, sans aucun doute. Il y a un abysse dans cette façon de pouvoir survivre après un deuil. L'homme est en grosse difficulté, toujours. Donc, c'est pour ça qu'il faut aider surtout les petits garçons à les laisser s'exprimer, à leur dire, mais si tu pleures, c'est normal. Et dire à l'homme, au mari, voilà, dit, arrête de faire le dur, montre-toi tel que tu as envie de pleurer, mais il doit voir que tu pleures. Parce que l'enfant qui voit que ses parents ne pleurent pas ou qui sont apparemment indifférents, ben la conclusion, cause et fait, ça veut dire qu'il ne l'aimait pas. Et donc, s'il ne l'aimait pas, ben, il comptait pas pour lui. Ça veut dire que peut-être si moi demain je meurs, eh bien, il pleurera pas non plus parce que peut-être je ne compte pas non plus pour lui. Parce que la relation de cause à effet chez un enfant, ça peut aller très loin. Alors, tous les enfants ne sont pas comme ça. J'aurais pas que ceux ou celles qui nous écoutent, je suis pas en train de donner un cours de psychologie pour l'enfance, mais je dis que tous les enfants ne sont pas comme ça, mais il y a beaucoup de ça. Et donc, c'est important de se mettre à la portée de chaque enfant, de sa sensibilité, aussi parce que toutes les familles sont différentes. Il y a des familles où on est à la dure et puis on n'a pas le temps pour ça, c'est des mièvreries, il faut pas pleurer, il faut serrer les dents et les coudes et le reste, alors qu'on a envie de pleurer. Mais exactement. Mais moi, ce que je retiens là de tout notre échange, c'est que ce livre, il est pour les enfants, mais il est aussi pour les grands. Là, quand tu parlais des hommes qui ont été éduqués d'une certaine façon, on parle d'une certaine génération. En plus, nous deux, nous ne sommes pas de la même. Et donc, ce livre a été conçu pour les petits, mais aussi pour les grands. Donc, il y a plein de petites histoires pour aider l'enfant, mais à la fin, comme tu me l'as reprécisé avant l'émission, il y a toute une partie pour l'adulte, déjà de le lire en tant qu'adulte avant de le présenter à l'enfant pour savoir ce que c'est. Et il y a toute une partie pour l'adulte qui aide à comprendre ce qui va être transmis, à comprendre aussi le fonctionnement, un peu ce que l'on vient d'aborder aujourd'hui. Et je vous mets évidemment le lien sous la vidéo de ce livre si ça intéresse des téléspectateurs. Alors, ce qu'il faut expliquer aussi dans ce livre, c'est qu'il y a une histoire. Ok, donc, c'est une histoire et que chaque chapitre, on voit, il y a des petits symboles. Il y a un symbole, j'ai montré, essayer que ce soit sur une page où ça se voit assez bien. Il y a un symbole là-haut qui dit, ça veut dire « à toi de jouer ». Et après, il y a un autre symbole qui présente un livre qui sont les conseils de Paddy. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à la fin de ce chapitre, la partie qui est les conseils de Paddy sont d'une certaine couleur. Et donc, là, sur les conseils de Paddy, on va trouver, disons, une partie pour approfondir certaines thématiques. Parce que selon l'âge de l'enfant, eh bien, quand on parle, par exemple, d'un oiseau ou quand on parle, par exemple, de la mise en bière, etc. Bon, ben, un enfant de 7 ans ne va pas s'intéresser, ce n'est pas des détails qui l'intéressent. Mais un gamin ou une gamine qui a 12, 13 ans, 14 ans, elle voudrait savoir qu'est-ce que ça veut dire. Et là, ces informations se trouvent dans cette partie qui est donc les conseils de Paddy, qui est de ce côté-là. Et puis, par contre, il y a à toi de jouer. Et à toi de jouer, ce sont donc des questions. Ce sont des questions, des questions qui sont posées à l'enfant, mais pas des questions pour voir s'il a tort ou raison, parce qu'en général, c'est ça qui m'a animée pour écrire ce livre. C'est-à-dire qu'en général, aux enfants, on leur dit ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, comment il faut se comporter. En fin de compte, ce que l'adulte attend de l'enfant. Et moi, ce que j'ai voulu, c'est que l'enfant puisse être spontané, puisse exprimer ce qu'il ressentait à l'intérieur de lui, puisse oser dire. Et pas, donc je me demande, mais qu'est-ce que tu en penses? Par exemple, à un moment, on lui demande c'est quoi le temps pour toi? Comment il est divisé le temps? Bon, bien sûr, il y a des réponses standards, les heures, les minutes, etc. Mais quand tu es en vacances, c'est comment le temps? Quand tu es à l'école, c'est comment le temps? Donc la notion subjective
de l'occupation. Quand on est en vacances, le temps, il passe très, très vite parce qu'on a tellement de choses à faire. Puis quand on est à l'école, ça passe plus lentement. Voilà. Donc, la même chose après l'opération du chien, puisque là, dedans, il y a l'histoire d'un chien, d'une chienne. Alors, la première question, c'est est-ce que tu as un animal à la maison? Alors, c'est qui? Comment il s'appelle? Tu veux dessiner? Tu veux écrire? Tu veux mettre sa photo? Alors, tu as l'exemple un très joli cœur. Alors, l'enfant va écrire ou il va dessiner ou il va mettre la photo de son chien ou son chat ou de son cochon d'Inde. Et il est arrivé qu'il tombe malade. Et qu'est-ce que tu as fait? Voilà. Et petit à petit, comme ça, alors après, il y a, est-ce que tu veux écrire une lettre au braconnier? Est-ce que tu es contre le braconnage ou est-ce que tu penses que c'est normal? Alors, est-ce que tu veux écrire à un chasseur? Voilà. Donc, petit à petit, au tout début, les demandes sont très simples. Et petit à petit, on gagne la confiance de l'enfant. Et quand, après, moi, j'ai fait passer des tests, c'est-à-dire des questionnaires dans les classes où ils avaient utilisé le livre de Paddy. Et quand on demandait, l'enfant ne répondait pas le livre dit ou l'auteur dit que. L'enfant répondait Paddy dit que. Paddy est triste. Paddy a perdu son chien. Paddy a demandé aux pompiers qu'est-ce qui se passait maintenant pour l'enterrement du chien. Donc, l'enfant s'était identifié à Paddy. Et c'était ça que je voulais. Et ça, c'est magnifique parce que c'est plus, si tu veux, l'auteur qui est donc l'adulte qui te raconte des histoires. Non, il s'était identifié et c'était ça. Et c'était Paddy. Et donc ça, c'est important parce que le livre n'est pas seulement un livre. Tu vois, c'est un livre où c'est un manuel en fait. L'enfant s'identifie et avec l'histoire qui est là, en plus, il y a toute une, par exemple, il y a un moment, il y a l'histoire d'un petit oiseau, l'oiseau tombe du nid. Tu vois, c'est en même temps très éducatif parce que l'oiseau tombe du nid, donc il faut le recueillir. Il faut essayer de comprendre quel type d'oiseau c'est, comment ça mange, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, il faut téléphoner à la LIPO, à la Ligue de protection des oiseaux. Et puis ensuite, il faut lui apprendre à voler. Non, mais c'est exactement ça, c'est ce que je disais. Dans ce livre, il y a beaucoup d'expériences différentes et qui peuvent être très concrètes ou aussi très métaphoriques, qui aident par exemple, là, quand tu as l'oiseau qui tombe du nid, qui aide l'enfant à prendre conscience qui peut aider, avoir des bons réflexes. Et moi, j'ai trouvé que c'était au-delà d'un accompagnant pour le deuil, pour l'enfant et pour les parents. J'ai surtout vu ça comme un livre éducatif et très, très agréable à lire et très bien pensé. Tu vois, par exemple, quand justement tu dis il tombe du lit, mais pas seulement, parce qu'après, quand l'oiseau, il va grandir, ils vont s'affectionner à l'oiseau. Ils vont lui apprendre à voler. Parce que ça s'est vraiment passé. C'est donc, tu vois, il y a des jeunes femmes qui sont là, qui étaient donc à l'époque mes étudiantes, et donc, elles ont demandé, elles ont appris comment il fallait faire voler l'oiseau. Alors au début, ils ne voulaient pas voler, après, bon. Et après, ils se demandent, mais il y a le lien d'attachement avec cet oiseau. Qu'est-ce qu'on fait? On le garde, possession, ou on le laisse partir et vivre sa vie? Et là aussi, il y a tout un travail pour arriver à poser la question à l'enfant pour qu'à la fin, l'enfant dit non, c'est plus normal qu'il puisse rejoindre les siens. Donc, ça aussi, c'est un élément qui est important, qui permet de comprendre. Par exemple, quand je te parlais des conseils de Paddy, il y a le moment où, tu vois, la chienne ne va pas pouvoir se reprendre. Et donc, on explique, alors un autre élément qui est vraiment fondamental. Tout à l'heure, je te disais le monde imaginaire de l'enfant. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enfant, ce que je voulais, c'était faire comprendre que quand on parle, il y a beaucoup de livres pour les enfants, où c'est des livres avec des dessins. Donc, c'est le monde magique de l'enfant. Tu lui lis le livre de la jungle, il y a l'ours Balou, sympathique, très, très, très gros et patapouf, machin, très marrant. Mais c'est pas comme ça qu'existent les ours, les vrais ours dans la nature. Bien. Les vrais ours dans la nature, si tu vas les trouver dans des livres qui te parlent de l'histoire de la nature, ou bien dans les livres scientifiques, même pour enfants, mais là où tu auras des photos. Donc, le problème, c'est qu'il y a d'un côté une espèce de dichotomie entre le monde de l'imaginaire de l'enfant, donc c'est l'ours Balou dessiné dans le livre de la jungle, et puis il y a le véritable ours, blanc, marron, grizzly ou autre,
que tu vas trouver dans un livre sur la nature, qui est un livre scientifique pour les enfants. Mais il n'y a pas le lien entre les deux. Or, si on veut aider un enfant à comprendre qu'est-ce que c'est que l'aventure de la vie, il faut faire le lien entre son monde magique et le monde de la réalité qui est le nôtre. Donc le monde réel, scientifique, entre guillemets. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai associé dans tout le livre des photos et des dessins. Parce que par exemple, quand, je vais vous montrer un exemple là, quand le chien donc va chez le vétérinaire pour son intervention, il va être intubé. Donc après, on trouvera dans les conseils de Paddy qu'est-ce que ça veut dire la parole intubé à un chien ou à une personne. Qu'est-ce que ça veut dire anesthésie? Des choses que souvent les parents ont du mal à expliquer à un enfant avec des mots simples. Là, cette partie scientifique a été vérifiée par des médecins, par des vétérinaires pour que les mots et les termes soient tous exacts. Eh bien, voilà un exemple où tu vois associer d'un côté le dessin du chien qui se trouve sur la table d'opération et la véritable photo que j'ai fait faire par mon vétérinaire avec tous les appareils de la réalité. Je ne sais pas si on voit bien, oui, voilà. Hein? Si, on voit très bien. Bon, ça c'est un exemple. Et donc, tout le temps dans tout ce livre, tu trouves cette association constamment entre la partie du dessin, qui est donc le monde magique de l'enfant. L'imaginaire, ouais. Voilà, le monde imaginaire, le monde magique, et la partie réelle de la réalité de chacun d'entre nous. Et ça, c'est un élément qui est aussi très important pour que l'enfant associe, tu vois, par exemple, ici, tu vois. Oui, la vérité, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et puis, le petit oiseau dans la réalité qui prend son bain. Donc, il y a toujours cette association de l'un et de l'autre. Et si tu te rappelles, dans le second souffle, dont nous avons beaucoup parlé déjà, oui. Hein, dans le second souffle, qui est un gros livre aussi avec des illustrations, eh bien, c'est pareil, à un moment, tu as une partie qui est destinée aux enfants et où il y a une série d'exercices de la même façon pour l'âge, selon l'âge des enfants, pour exprimer les émotions de l'enfant. Tu vois, il y en a un où ce sont des bulles de savon et dans la bulle de savon, l'enfant peut mettre un désir pour la personne qui n'est plus là. Selon, bien sûr, comme toujours, l'âge de l'enfant. Donc, il y a plusieurs exercices qui sont à l'intérieur de ce livre. Le second souffle, il y a le coffret où, par exemple, l'enfant, tu vois, l'enfant peut conserver des souvenirs de la personne qui n'est plus là, mais qui était importante pour lui. Donc, c'est le coffret du magique, le coffret du pirate ou le coffret de la princesse, où l'enfant peut conserver des images, je sais pas, la pipe du grand-père, le chapelet de la grand-mère. Regarde, le canevas de l'arrière-grand-mère. Voilà, mais voilà. Parce que les objets sont aussi des éléments de nos rituels. Et les objets sont chargés de l'affection, de l'amour, de nos sentiments, de notre vécu, de toute notre histoire. Donc c'est ça, c'est pour ça que c'est tellement difficile et délicat et c'est pareil. Donc quand l'enfant perd son animal, je t'ai donné l'exemple de ce petit chat à la suite d'un accident. Rappelle-toi dans l'autre livre, Calmer sa peine, dont nous avons parlé aussi. On en a parlé dans la première émission, effectivement. Il y a un chapitre entier, le chapitre 10, sur le deuil animal. Exactement. Et dans le second souffle, c'est la même chose. Il y a un chapitre entier sur la perte de l'animal. Parce que toutes ces pertes, que ce soit à l'âge adulte ou à l'âge de l'enfance ou de l'adolescence, ce sont des pierres c'est un peu le petit poussé. Hein, ça marque le chemin de notre évolution. Exactement. Et ça, donc, pour préciser, on a la première émission que nous avons fait, on a effectivement parlé de ces deux livres, hein, de ces deux autres livres, plus pour adultes, mais qui traitent aussi évidemment des enfants, parce que en t'écoutant, les adolescents. Oui, mais de tout le monde, en fait, oui, c'est ça. Oui. Et un grand merci. C'est toujours intéressant de te recevoir, Amanda. Tous tes bons conseils, il y en a eu énormément. Donc vraiment, merci beaucoup. Moi, je mets tous les liens sous la vidéo
Et tu vois, c'est bien que tu aies parlé du second souffle parce que je voulais conclure là-dessus. Second souffle, c'était plutôt orienté adulte. C'est une forme de carnet de deuil, de journal intime du deuil. Et PADI, alors c'est différent parce que c'est vraiment tourné vers les enfants, mais il y a aussi plein d'exercices, hein. Toutes les questions dont tu parlais, ce sont des petits exercices pratiques de réflexion. Et c'est très intéressant parce que finalement, on a les mêmes mécanismes et on est tous pareils, en fait, face à un décès. Et je trouve que c'est beau. C'est peut-être que pour certains, ça va choquer, hein, cette conclusion, mais je trouve ça beau, tout simplement. Oui, c'est pour Voilà, ça, j'essaie d'accompagner pour que ça soit le plus doux possible. C'est évident que exactement. la perte, elle est réelle. C'est évident que la personne ne sera plus là ou l'animal ne sera plus là avec toi. Mais il n'en reste pas moins que il faut apprendre à gérer ces pertes parce qu'il y en aura d'autres. Et un enfant qui a mal géré les deuils de l'enfance, il aura beaucoup de mal à gérer les deuils successifs. Mmh. Parce qu'on ne peut pas éviter la perte à un moment. Et si on souffre, c'est parce qu'on aime. Si on Mmh. n'aime pas, on ne souffre pas. Et c'est parce Mmh. qu'on aime que l'on souffre. Donc on ne peut pas éviter la souffrance du deuil. Et on ne peut pas éviter d'aimer. Mmh. Et il Merci faut beaucoup. continuer à Oui. aimer. Ah, mais surtout. Merci beaucoup, Amanda, pour ce moment, toujours aussi passionné. C'est toujours un plaisir de te recevoir et d'échanger sur ces sujets avec toi. Un grand merci. Et je mets tous les liens et je vous invite à regarder la première émission également que je mettrai dans la Oui. description. Merci beaucoup, Amanda. À très bientôt. Merci. Merci, merci Marie-Louise. Merci beaucoup.